Donc ce soir, merci Thomas d'être parmi nous. Donc Thomas qui est néo-Maraluni, qui a une carrière dans la publicité digitale. Pour la dernière partie de la carrière, oui. Voilà, je résume. Et qui a osé donc quitter le monde de la programmatique pour vivre ta passion, qui est le piano jazz. Donc, bravo d'avoir franchi le pas. Je pense que une de mes passions en fait. Une de tes passions. Parce que j'en ai plein, mais je me suis dit c'est celle-là la première. Voilà. Donc Thomas qui est pianiste depuis l'âge de 2 ans. Avant même d'avoir su marcher limite, non? Ouais, c'est sur les genoux de ma mère. Voilà. Et voilà, donc merci Thomas d'être là. Et donc tu vas nous parler un peu de ton parcours, voilà, de tes motivations, de voilà, tout ce qui t'a amené à avoir franchi le pas finalement. Des difficultés aussi, parce qu'il y en a. Des difficultés, voilà. Donc, Et volontairement, il n'y a pas de PowerPoint parce que ça fait partie des choses très agréables que je fais maintenant, c'est que je n'ouvre plus PowerPoint. Bravo, bravo. Bravo et merci. L'acte politique fort, quoi. Pardon? Acte politique fort. Mais oui. Bravo. C'est bien, c'est enrichissant. Mais pour commencer, je vous raconte, moi je suis né à Paris en 81, d'un père canadien de Montréal, d'une mère australienne de Sydney, qui se sont rendus compte à Zurich en se rencontrant lors d'un voyage qu'ils avaient tous les deux des parents originaires de Prague. Déjà pour ça montre un peu le décor international dans lequel j'ai baigné depuis toujours. J'ai beaucoup vécu entre 0 et 15 ans entre Paris et Sydney, avec beaucoup de... Finalement avec le recul c'est hyper enrichissant, mais sur le coup c'est très difficile. Et comme exemple phare, moi je retiens l'école australienne où j'allais, où j'avais oublié mon chapeau un jour où il faisait plus de 35 degrés, puis on m'a refusé l'accès à l'école. Parce qu'à l'époque, c'était déjà l'époque où on parlait de la couche d'ozone, etc. C'est le pays où il y a le plus de cancers, mélanome, des cancers de la peau, etc. Et bon, j'ai dû rentrer chez moi, chercher mon chapeau, et je suis arrivé à l'école avec le chapeau, casquette. Et en revenant en France, j'arrivais à l'école avec une casquette, et on m'a refusé l'accès au collège parce que j'avais une casquette. Donc ça, déjà, comment gérer ces différences qui sont... quand on est dedans, ça paraît complètement naturel. Bah oui, il ne faut pas mettre de casquette en France parce que c'est une preuve de non-respect pour le professeur. Mais dans un autre pays, à 20 000 km de là, en fait, c'est juste une question de santé publique que d'avoir un couvre-chef. Donc j'ai évolué là-dedans. Ensuite, on a déménagé à Rueil-Malmaison, où j'ai été admis dès le CM1 dans les classes qu'on appelle à horaire aménagé. C'est un programme où à l'école, juste le matin et l'après-midi, on fait de la musique. Donc solfège, chant, chorale, instrument, harmonie et tout plein de choses. Et j'ai pris mon temps, parce qu'avec tous ces systèmes scolaires différents, j'ai redoublé la 5e, ensuite j'ai redoublé la seconde, j'ai raté mon bac S, alors que j'étais pris au concours Sésame. Alors je ne sais pas si vous l'avez connu ou pas, c'est les concours d'école de commerce, mais sans prépa, en post-bac ça s'appelait. Donc c'était bac plus 4, je les avais tous eus, et puis j'ai raté le bac. Bon, je me suis inscrit en BTS Commerce International quadrilingue, avec comme condition avec l'école de repasser mon bac en candidat libre à la fin de l'année. Ce que j'ai fait et je l'ai eu. J'ai pas beaucoup travaillé pendant le BTS, mais j'ai quand même eu le BTS. Et du coup, comme j'avais pas prévu ça, j'ai eu une année vide et que j'ai tout de suite décidé de faire mon année césure en fait, à ce moment-là, et de travailler dans des call centers pour vendre à l'époque Wanadoo, qui était une grande innovation, la DSL ensuite, Télé2, les cartes où on pouvait payer moins cher pour appeler l'étranger. Et c'était très bien payé en intérim et ça me permettait de financer des voyages que j'ai fait après en Europe et dans le monde entier. Suite à ça, on me dit, t'es en France, il te faut le Sésame, le bac plus 5, etc. Je passe les concours, comment il s'appelle? Écricom? Tremplin? Tremplin. Et j'avais complètement oublié que je m'étais inscrit au concours. Et je reçois ce mail, j'étais au fin fond de la Lituanie. Et j'avais perdu mon portable, enfin on me l'avait volé en fait. Et je me connecte sur mon compte orange.fr pour fermer la ligne. Et là je vois le mail, vous êtes attendu dans 48 heures, porte de Champéret, avec les 3 ou 4 000 autres étudiants pour passer les examens écrits. Bon, je prends un bus, après je me retrouve à Varsovie, j'arrive finalement à Paris à 6h30 du matin. Ma grand-mère vient me chercher, m'emmène porte de Champéret, j'arrive avec mon sac à dos dans un état un peu second par rapport à tout ce voyage. Et il se trouve que je réussis les oraux, enfin les écrits, que je suis pris aux oraux, et à ma grande surprise, j'arrive premier de France à tous les examens écrits comme, avec l'embarras du choix.
Alors pourquoi Rouen? Ensuite, j'arrive à Rouen, donc à l'âge en fait, où les étudiants sortent de Rouen, avec toutes les années de maturation que j'ai pris avant. Et Rouen, c'était proche de Paris, c'était une très bonne ambiance, c'était une école qui était en train de monter dans les statistiques, et c'est ce qu'on regarde en premier. Avant ça, j'avais travaillé pour le Bureau Veritas, qui est une entreprise qui fait du contrôle import-export, enfin dans la division gouvernementale. Donc si vous voulez des détails dessus, je peux vous en donner. C'est en gros, il y a des pays type la Côte d'Ivoire qui vont être... J'ai cité. Pardon? J'ai cité, c'est ça? Ouais. Donc j'ai bossé à la Défense, enfin à Royer-Malmaison, au Creux, au centre de relations des exportateurs. Ensuite à la Défense, où je m'occupais d'être webmaster à l'époque pour Internet. On confiait ça à quelqu'un qui avait 19-20 ans, webmaster du bureau veritas.com. Ensuite, il fallait que je fasse quelque chose à l'étranger, donc comme ça s'était très bien passé ces 2 premières expériences, ils m'ont envoyé à Rotterdam, au siège, au siège du Bivac. Et donc j'avais déjà commencé ces expériences, puis j'ai déjà travaillé à la Défense, c'était quelque chose d'être à la Défense, dans ces grandes tours, etc. Ça faisait quelque chose. Et ensuite j'ai postulé chez Christian Dior pour être vendeur à Prague, parce que je parle le tchèque, et puis on m'a toujours refusé. Ensuite j'ai postulé chez Unilever, parce que c'était à Rouen, à côté de chez moi, on m'a toujours refusé. Et le jour où je suis arrivé à Rouen, 2 mois après, il y avait un forum où en fait les entreprises étaient dans des petites salles, et puis on faisait la queue pour avoir des stages en fait. Et puis là, en 2 minutes, j'ai eu un stage, alors que je leur ai vendu la glace du concurrent, qui était Nestlé. Donc ça c'est pour la petite histoire. Ça m'a plu, mais je me suis dit, c'est pas ça. Avoir sa voiture et tourner, faire les visites de shopping, bon, c'est formateur, mais j'en ferai pas ma vie, surtout si je fais 5 ans d'études après le bac pour ça. Il se trouve que j'avais pris un crédit pour financer Rouen, mais qu'avec tout l'argent sur le compte, en fait, j'ai tout claqué en une année. Et j'étais obligé, entre guillemets, je me suis forcé à faire l'apprentissage où une entreprise finance l'école et donne un salaire à l'apprenti. Et en last minute, j'ai réussi à décrocher 2 ans chez L'Oréal, donc avec une année sur la route et une année en tant que responsable merchandising pour la France. Ça s'est passé très bien. Je faisais pas plus d'heures, parce qu'il y en a beaucoup qui faisaient plus d'heures, et moi je disais non, j'ai signé un contrat, c'est marqué de telle heure à telle heure, donc je crois non, faut en faire plus. Et je voyais des stagiaires qui allaient chercher des calmants pour leur manager, des choses comme ça. Je disais non mais c'est pas ça, c'est pas une vie. Et au culot, j'ai contacté le patron de la zone Europe de L'Oréal Paris, et je lui ai dit, ben, je parle tchèque, j'ai vu une intervention de toi justement sur l'expansion des gels L'Oréal capillaires à Prague. Et ça me brancherait de discuter avec toi. Le lendemain matin, j'avais un café à 9h avec lui. Le jour d'après, un meeting avec la DRH Europe. Et le jour encore d'après, un aller pour Prague pour passer la journée avec tous les départements pour le job potentiel là-bas. La journée se passe et on me tend un contrat tout de suite, 600 € par mois. Ils ne connaissaient pas le concept du VIE encore, etc. Donc je leur ai dit, bah, écoutez, non, je ne vais pas faire ça. Après, j'ai eu 2-3 expériences. J'ai fini dans la start-up d'un ancien de Rouen, qui s'appelle Sébastien Lebeau, qui a créé comptoirdelhomme.com, premier site de distribution de cosmétiques exclusifs pour les hommes, avec qui c'était super. Ça, on était 4 dans une toute petite boîte à Pereire, et puis on vendait des cosmétiques dans la France, enfin en France, et surtout, moi j'étais là pour faire l'expansion européenne, donc dans toute l'Europe. Donc c'était bosser avec des marques comme Biotherm, Clarins, c'était Lancôme, etc. Et sortant de L'Oréal où il ne faut pas parler au N+2 parce qu'il faut passer par le N+1 pour machin, etc. Dans la start-up, on parlait au PDG de Biotherm directement. Donc ça, c'était chouette. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est facile. On est juste des êtres humains, on a envie d'être ensemble et de faire du business. Ça continue. J'ai une offre ensuite d'une banque, alors que je n'ai jamais bossé dans la banque. Je pars donc 2 ans à New York, bosser pour la Société Générale, faire de la gestion de trésorerie là-bas. Je rentre en France. Et là, je me dis, bon, bah, j'ai quand même fait pas mal de trucs, et en fait, ça me plaît pas, tous ces trucs-là. Et de fil en aiguille, je rencontre des gens qui, voilà, on me présente, etc. Et je finis dans la publicité digitale, dans une toute petite start-up, où on avait une application qui s'appelait Scanbug. L'idée, c'était de scanner les codes barres des produits quand on était en magasin pour gagner des points. Et avec les points, ensuite, on les convertissait en chèques cadeaux, Amazon, iTunes, n'importe, tout ce qu'on voulait, quoi. Et ensuite, la boîte a pivoté, est devenue TVTY, c'est une boîte qui fait donc de la synchronisation d'événements offline pour activer des campagnes online. C'est-à-dire, s'il pleut, je peux activer une campagne pour les cheveux frisés, par exemple. Ou s'il fait très chaud, je vais mettre en avant des glaces à Häagen-Dazs ou des choses comme ça. Ça, je fais ça pendant 3-4 ans.
je me fais débaucher par un de nos partenaires qui s'appelle Tids, qui est la grosse licorne dont on parle aujourd'hui en France, et vous avez tous, à mon avis, été soumis à l'innovation technologique de Tids. C'est les vidéos publicitaires qui viennent s'insérer entre les paragraphes des journaux dont vous lisez en ligne. Merci. Non, pas bravo là. Alors ça, c'est une entreprise qui a permis jusqu'à aujourd'hui de sauver une grande partie des revenus des éditeurs. Parce que Le Monde était sous perfusion pendant 5 ans de l'État. Il y a énormément d'entreprises comme ça dans le domaine de l'édition presse qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que la presse papier n'est plus achetée, en tout cas les grands titres. C'est-à-dire que Sud-Ouest est plus imprimé que Le Monde. Donc ça donne quand même une idée de ce qui se passe. Et le modèle de la presse en ligne, il n'a pas encore été trouvé. En plus, ils ont gueulé il y a 3 ans, ils ont demandé à ce que les lecteurs enlèvent leurs adblockers et tout ça. Quoi. Alors pour certains, ça c'est une politique, voilà. On a dû enlever. Le contenu n'est pas gratuit, nos journalistes, on est obligés de les payer, sinon vous avez 20 minutes, et là c'est du copier-coller de dépêche AFP ou Reuters. Donc si vous voulez un contenu, voilà, il faut qu'on le finance par la pub, ou sinon tout simplement vous faites comme avant, vous vous abonnez. Donc à date, moi je connais dans la presse papier et papier uniquement un seul acteur qui s'appelle Le Canard Enchaîné, qui est positif tous les ans, qui met du cash en réserve à la fin de l'année, tout le temps, et ce depuis sa création, et un qui fait la même chose en ligne qui s'appelle Mediapart. Entre les deux, après, c'est les petites recommandations, comment cette femme a perdu 1 kilo en 2 heures, le top 10 des super choses à ne pas faire dans sa vie, etc. Donc je suis chez TIS, je monte la division programmatique qui est l'échange, enfin en gros la signature d'ordre d'insertion de publicité, mais qui se fait en une centaine de millisecondes, tout ça automatisé par les mêmes machines qui sont utilisées à Wall Street ou enfin, dans tout le domaine de la bourse. Donc c'est des transactions qui sont hyper rapides et qui se font avec beaucoup de données, c'est-à-dire si toi tu vas sur un site et toi tu vas sur le même site au même moment, vous n'allez pas avoir la même publicité parce que vous n'avez pas le même profil de navigation et vous n'avez pas laissé les mêmes traces derrière vous, malgré le droit à l'oubli dont on parle avec les prochains amendements qu'il y aura à Bruxelles en 2018. Et là je me retrouve, alors moi d'origine tchèque, toujours fan de Prague, ma copine me dit ça serait bien qu'on aille à Vienne, ça fait 6 ans qu'elle me donne pour aller à Vienne. Imagine, il y a une compétition entre Vienne et Prague, et moi j'ai jamais envie d'aller à Vienne. Et du coup, son anniversaire c'est le 14 novembre, elle me dit bon, on fait 13, 14, 15, on part à Vienne. Je cède. Et on y va. En 2015. Hein. Alors, Oui. 2015. 2015. On y va. Je me retrouve l'après-midi chez Bösendorfer. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est une des plus belles fabriques de pianos autrichiens qui a une particularité. Ils ont un piano qui s'appelle l'Impérial où il y a 10 touches basses, 10 touches dans les basses en plus. Donc c'est un orchestre à lui tout seul. Donc je suis là-bas, je passe 1 heure. La responsable du magasin me dit ah mais c'est super ce que vous faites, etc. Alors juste je m'amuse. Est-ce que vous voulez pas je vous mette en contact avec la fabrique, enfin l'usine, on pourrait vous proposer de venir enregistrer chez nous. Bon bah, c'est sympa, mais bon il faut que je réfléchisse, moi je bosse dans la pub, etc. Et je sors de la boutique, je rentre juste dans le box-office à côté, qui est le Musikverein. Pour ceux qui connaissent, c'est cette magnifique salle de concert où tous les ans à la Saint-Sylvestre, ils donnent un superbe concert. Et ils jouaient l'Ode à la joie donc, de Beethoven, qui est l'hymne de l'Europe, qui est l'hymne à la joie, c'est ce qui a été joué à la chute du mur de Berlin aussi. Et c'était le Berliner Philharmonic, dirigé par Sir Simon Rattle. Pour les connaisseurs, c'est grandiose. Et donc je sors de la boutique, et puis j'étais en mode avion parce que c'est international, donc je ne voulais pas avoir le forfait qui explosait. Et puis je rentre au Airbnb, j'active le Wi-Fi, etc. Et puis là, un message d'un ami, tiens, on a calé au Carillon ce soir. Donc oui, je ne vais pas préciser, mais j'habite boulevard de Charonne, donc dans le 11e. Et un autre d'un magazine Red Card, donc qui est un magazine de la pub, qui me dit, ce serait bien que tu passes, on est rue de la Fontaine au Roi, pas de problème, et puis tu fais le premier réglage caméra, et puis ensuite on ira boire une bière. Je leur dis, désolé, etc. Je suis à Vienne la semaine prochaine. Et là, dans la nuit, encore plus de messages, mais alors du monde entier, d'Australie, de partout. Et c'est là que je comprends ce qui se passe. Et du coup, je n'ai pas dormi la nuit, j'étais tétanisé, je me dis, c'est pas possible, c'est un truc de dingue. C'est en bas de chez nous, il y a le comptoir Voltaire qui a explosé aussi. Et comme une panique en fait. Non mais on rentre pas en fait, on reste à Vienne, moi j'irai jouer dans un hôtel ou un piano bar, et puis on reste là. C'est l'Europe, de toute façon, donc on sera en plus légal. Et le lendemain, donc soirée au Musikverein, une émotion extraordinaire. L'ambassade de France qui était déjà juste à côté, pleine de bougies et de fleurs. Et là je suis rentré, j'ai fait bon bah ça peut pas continuer. Et
enfin je sais pas, comme c'était électrochoc, je me suis dit, mais en fait, avec les jours qui passaient, il y avait Le Monde, je sais pas si vous vous rappelez, qui a fait un portrait sur chacune des victimes. Et je me suis dit, imagine si tu avais été là, sachant que moi, dans les victimes, il y en a au moins une dizaine que j'ai connues de près ou de loin dans tout le cursus de ma vie, des clients, des amis, des gens avec qui j'étais au collège ou au lycée. Et je me dis, imagine si on avait marqué ton nom plus patron de programmatique dans la pub. Et je me dis, en fait, ça sonne pas juste. Et je me dis, en fait, non, si j'avais dû être là-bas, j'aurais préféré qu'on écrive pianiste et avec l'histoire qui va après. Et ensuite, de fil en aiguille, je rencontre un guitariste qui me dit, bah attends, parce que je lui dis, bah, je vais enregistrer chez moi avec mon piano électronique. Il fait, non, non, tu peux pas faire ça, il faut que tu fasses ça avec des pros, et c'est pour ça que les pros existent, c'est parce que justement, ils savent faire, ils ont le matériel, et ils ont un savoir-faire que toi, tu n'as pas. Toi, tu sais jouer, eux, ils savent capter ce que tu joues, c'est pas pareil. Et du coup, juste à côté de chez moi, je me rends compte, enfin, il m'indique qu'il y a un studio tenu par Serge Blansberg, qui est un type assez connu dans le milieu de la musique, mais surtout son père qui écrivait pour Piaf. Et je prends une heure pour 60 €, c'est 1 € la minute. Juste pour me sentir, voilà, comment est-ce que ça se passe dans un studio. Et là, je me dis, waouh, c'est génial. C'est génial. Et genre, je suis complètement en phase, et en fait, j'ai enregistré pendant quoi, 45 minutes. C'était mon premier CD, moi je ne l'ai pas sorti celui-là, parce que c'était pas à mon goût, mais enfin voilà, première expérience. Quel titre? Pardon? Quel titre? Le CD? Non, non, les titres que tu as joués. Alors c'est que des compos? Ah, personnel, d'accord. Ouais. Pas de standard de jazz. Non, mais elles sont sur SoundCloud. Donc elles ne sont pas commercialisées, mais elles sont distribuées gratuitement sur SoundCloud. Donc une qui s'appelle Paris, avec un A majuscule pour faire comme la Tour Eiffel, mais tout en minuscule sauf le A. Enlightenment aussi, qui est une espèce de illumination. Ça, c'est la meilleure, je pense, enfin, pour moi. Et ensuite, je me dis, bon, il faut que je fasse ça dans des conditions vraiment sérieuses, que je prenne voilà, plusieurs jours. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je tape sur Google, où c'est qu'il y a des studios. Et je tombe sur un studio, les studios de scène, qui sont les studios enregistrés Bardot avec Gainsbourg. Enfin, il y a énormément de personnes, c'est rue. Je crois que c'est rue de Seine ou rue de Bussy, par là, dans Saint-Germain-des-Prés. C'est le fils de France Gall et Michel Berger qui tient ça. Mais c'est 1 200 € la journée avec un assistant ingé son. Donc il faut en plus venir avec son ingé son. Ça sera un peu cher. Et je me souviens que j'avais été à un concert d'un grand groupe tchèque énorme, alors que connu là-bas, un peu comme Téléphone en France, et que j'avais pris des photos avec mon vieux Leica argentique et que j'avais gardé contact du guitariste et je lui ai envoyé les photos. Donc je cherche dans mes mails et dans mes archives où est-ce que j'ai l'adresse de ce type. Je lui envoie un mail, je le retrouve donc. Je dis j'ai un projet, je vais enregistrer, je lui envoie 2-3 titres de ce que j'avais enregistré dans le 20e. Et il me dit, ah ben voilà, il y a 3 studios, celui-là, celui-là et celui-là. Je contacte le premier, et là la femme me parle directement en français parce qu'elle voit le numéro plus 33. Je trouve ça incroyable. Et j'appelle de la part de machin, ah ben pas de problème, etc. Elle m'envoie des bandes sonores des 2 pianos qu'ils ont là-bas pour voir si c'est à mon goût. Je tomberais dingue d'un piano qui est un Steinway qui date de 1907, qui a été refait à neuf juste un mois avant que j'arrive. Et je me dis, ok, bon, voilà, c'est bon, j'y vais. Et donc je prends 3 jours. Elle vient me chercher à l'aéroport avec sa fille, elle m'amène au studio qui est un peu en dehors de Prague, dans une espèce de forêt, un village de 25-30 habitants. Et donc je m'installe, je joue toute la journée, on réécoute, nul. Alors comme c'est un grand studio et qu'il y a les chambres à l'étage et puis le petit restaurant du village dedans aussi, on va manger avec un ingé son. Prague c'est connu pour être, enfin la République tchèque en tout cas, le plus grand producteur de bière, en tout cas le plus grand consommateur de bière, donc plusieurs bières agrémentent la soirée, et à 2 h du mat', où j'ai pris l'avion le matin, j'étais explosé, je dis bon, mais moi je vais me coucher, l'ingé son me dit, mais en fait je suis insomniaque, donc si tu veux, on peut un peu taquiner la console et tout ça. Et en gros, de 2 h à 3 h du mat', l'album est sorti d'un coup. Et ça, je m'en suis rendu compte qu'après. Parce que le jour d'après, j'ai encore enregistré, on réécoute, nul. Et en fait, c'était cette heure-là qui était fondamentale pour ça. 3e jour, alors il y a pour le connaisseur en musique, on peut faire de l'editing, on peut faire du copier-coller, enfin du montage de son. Et moi, je voulais surtout pas faire ça. Si c'était sorti comme ça, je voulais que ça reste comme ça. Ensuite, il y a le mixing, donc parce qu'il y avait 9 micros, non des Neumann des années 40, à condensateur, enfin des trucs extraordinaires. On mixe le son de tous ces micros, on ajoute de la reverb, de la réverbération, et ensuite on masterise. Le mastering, c'est vraiment le moule final de ce qu'on ne peut plus rien toucher. Et ça, c'est fait, je rentre en France, content, mais juste content de cette heure-là.
c'était déjà bien. Et ensuite, alors oui, j'ai oublié de vous dire que j'avais aussi fait la peinture de la pochette. Donc j'avais peint la pochette avant d'y aller. Parce que je voulais l'inspiration et je savais que ça allait s'appeler slow down. Pour ralentir, tout ça par rapport à la programmatique où tout est en 100 millisecondes, etc. Où on n'a aucune conscience du temps qui passe finalement. Et de là, pareil, de fil en aiguille, tiens, ben machin est designer, il peut t'aider, moi je suis nul en Photoshop et tous ces trucs-là, parce qu'il y a des normes, etc. Pour, comment ça s'appelle, les gabarits qu'il faut voilà, mettre, etc. Je connais rien, il y a des normes faux gras, il y a de la quadrichromie, etc. Je trouve une photographe par hasard, un week-end chez des amis qui me dit je suis photographe, donc celle qui fait les photos. Et ensuite, tout se met bout à bout, et puis je décide où est-ce que je vais presser ça. Et en fait, en République tchèque, comme par hasard, il y a la plus vieille et la plus grande usine au monde de vinyle. Parce qu'en fait, tout simplement, le type n'a pas jeté les machines qui servaient à presser, il les a gardées dans son stock, au moment où tout le monde passait au CD. Et lui, il a fait CD, mais il a gardé les machines. Aujourd'hui, il fait en basse saison 60 000 vinyles jour. C'est monstrueux, il emploie 2000 personnes, c'est une ville. Et donc j'ai fait presser les vinyles là-bas, bleu électrique transparent, parce que je ne voulais pas qu'ils soient noirs, et les CD avec. Je les reçois, je le mets en ligne également sur Bandcamp, qui est un site donc, dédié aux artistes indépendants. Et là, en 2 semaines, j'ai une alerte qui me dit vous êtes l'album le plus vendu à Paris en jazz. Sans rien. Et donc ensuite, je reçois les coups de fil de la presse. Donc il y a le Parisien, et ensuite il y a un effet boule de neige, c'est-à-dire qu'une fois que c'est passé dans le Parisien, du 92, j'ai eu Patrick Collier qui l'a lu, donc le maire de Rouen. Bonsoir. 3 jours après, je suis contacté pour le magazine de la ville de Rouen. Le lendemain, ça paraît dans le Parisien 75. Le jour même, je suis contacté par une télé pour venir le lendemain à la matinale, etc., etc. Et le nouvel. Et en fait, ça s'arrête. Donc il y a vraiment cet effet boule de neige qui me conforte dans le fait que, en fait, si ça plaît, c'est que c'est génial. C'est le plus beau cadeau finalement. Je reçois des messages de famille qui me disent nous on a perdu quelqu'un de notre antagoniste depuis qu'on écoute votre musique, c'est un médicament pour la reconstruction de notre famille. Des trucs hyper forts, hyper touchants. J'ai contacté l'été dernier en prévision de sortie d'album, je disais j'aimerais bien faire la sortie de l'album à l'ambassade tchèque vu que c'est tout fait en République tchèque mais que je suis à Paris. Et ça met du temps parce qu'il n'y avait pas d'ambassadeur. Et dans le protocole ils sont obligés de faire signer l'ambassadeur. Et il y a 2 semaines, j'ai reçu un appel donc, de l'attaché culturel qui me dit l'ambassadeur est arrivé, il adore l'album, en fait il veut pas que vous organisiez un concert pour vous, il veut que vous jouiez à la cérémonie de prise de fonction officielle qui aura lieu à la fin du mois. Donc génial. Et après tout est interconnecté dans le sens où il me dit vous avez enregistré où en République tchèque? Je lui dis le nom du bled avec zéro espoir qu'ils connaissent. Il fait mais par hasard vous n'avez pas rencontré Carolina? Donc Carolina c'est donc la femme qui m'a parlé en français au téléphone. Ah mais je l'ai perdu de vue, on avait fait le lycée français quand on était jeunes ensemble, etc. Donc je les ai remis en contact. Et voilà, et en fait il y a toute cette histoire de... En fait tout est interconnecté, tout est aligné. Et quand on le fait, je pense, avec les 3 cerveaux qui sont voilà, l'esprit, le cœur et le cerveau, les ventres, enfin, vraiment tout ce qui est chakra, enfin, vraiment un truc vraiment aligné, on est dans une puissance où en fait on est indéboulonnable. Mais il faut que ça soit aligné. S'il y a un truc qui est à côté, ça ne va pas sonner juste et du coup ça ne va pas prendre. Et le fait d'être vraiment aligné comme ça donne une force, un ancrage et en même temps une direction où enfin, il n'y a que le mieux qui peut arriver parce qu'il doit arriver en fait. Et est-ce que tu penses s'il n'y avait pas eu les attentats, tu aurais sauté le pas Mais si j'avais pas été au concert, il y a trop de si. Si j'avais pas été au concert prendre des photos du Tchèque, j'aurais jamais été dans ce studio-là. Il y a trop de si en fait. Ça devait se passer comme ça, je pense. C'est que voilà, il fallait que ça se passe comme ça. J'en ai pas souffert physiquement, mentalement non plus par rapport à d'autres, qui ont été soit atteints physiquement, soit mentalement, soit les deux. Mais après, voilà, je pense dans les grands changements comme ça de vie, et que ça soit dans sa vie personnelle aussi, hein, des ruptures amoureuses, des trucs comme ça, il y a un gap, il y a un truc à franchir qui paraît, mais un saut dans le vide, alors que quand on regarde derrière, en fait, c'était juste on est descendu du trottoir. C'est after the fact, finalement, c'est tout simple. Mais toute la phase d'avant, c'est là où on commence à mentaliser, qu'on fait monter toutes les peurs, toute la rationalité, tout le cerveau gauche qui dit mais attends, t'as un salaire,
attends, t'as une position, attends, mais t'as ton loyer, attends, t'as tes impôts, et puis demain on va te proposer la direction de l'Europe, et puis tout le cerveau rationnel, alors que le droit lui dit mais ta gueule, c'est pas ça. Et tout le monde te compare, je présume, à des maisons, hein. Pardon? On parle de maisons, je présume. Les failles. Ah, on me l'a pas fait, mais effectivement, lui, c'était un trader Oui, qui oui, qui travaillait à New York et qui, le jour des attentats, a décidé Lui, c'est 11 à septembre Bol. et il est parti Et tu dans le connais cinéma. Gaël Faye aussi ou pas? Non. Gaël Faye, c'est un garçon qui est un mec super, qui était étudiant en littérature, qui après a fait des secs, qui est parti faire de la finance à Londres, qui au bout de même pas 6 mois dit ça me souvenait à vol. Ouais. Il est rentré, et un collectif qui s'appelle Milk Coffee and Sugar, ils ont fait un album de slam qui est super bien, super intelligent. C'est un garçon qui est vraiment brillant, hein, c'est une tronche. Après ça, il a fait un album en solo qui s'appelle Pili Pili sur un poisson au beurre, et le second dont j'ai oublié le nom. Et en fait, surtout, il est connu depuis quelque temps parce qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle Petit Pays, qui cartonne, c'est un des titres les plus vendus en France actuellement, quoi, où il raconte qu'en fait, il est né d'une mère rwandaise et d'un père français au Rwanda pendant le génocide. Et en fait, en venant ici tout à l'heure, je me suis dit, bon sang, encore un qui, comme Steve Jobs, a dit ce qui fait que j'ai toujours été bon dans mon domaine, c'est que j'ai toujours fait ce que j'adorais faire, quoi. Encore un qui a osé, encore un qui s'est lancé. Donc merci beaucoup pour ça. Sans rire, hein, merci. Parce que, Merci à toi. et moi j'ai décidé pour entendre ton histoire, parce que tu es motivé. Et ce qui a fait que tu avais justement un jour dit, mais fuck off, enfin pardon, ras-le-bol, enfin je suis gars, c'est vrai. On va mettre des sous-titres. Non, mais ça, ce que je dis, soit combien de personnes ont un boulot qui certes leur rapporte 80 000 € par an, mais qui font qu'à 22h on leur dit hey, stop, rentre chez toi, quoi. C'est fini. Quoi. Je présume qu'il y en a quelques-uns ici, quoi, quelques-uns ici qui se. Alors ça, c'est un truc que j'ai jamais fait. Bravo. Ouais, parce que j'ai toujours refusé. Pour une question simple et débile presque, Ouais. et on me prenait pour un fou. J'ai signé un contrat où il y a marqué je 35 dois arriver heures. à telle heure et je dois partir à telle heure. Tu connais Tim Ferriss? Non plus. Alors, Tim Ferriss, vous connaissez ou pas Tim Ferriss, c'est rien? Ah, c'est la semaine de 4 heures. Voilà. C'est un Américain qui a écrit un bouquin. Alors je connais ce livre. Je te mets 4 heures. Alors il y a 95% de bullshit dans le bouquin. 95% de bullshit. Ce qui lui permet de vendre le bouquin. Mais si on comprend l'esprit et si on comprend 5%, ça marche. Ça marche pas très bien. Et c'est quelque chose moi, qui me. En fait, j'ai malheureusement fait la démarche d'arriver à l'école de commerce après avoir fait la fac. En 1 heure de cours, je me suis rendu compte que c'était totalement une arnaque complète, quoi, cette école de commerce. C'est uniquement un label sur un CV, quoi. Et je me suis dit comment faire pour que ma vie ait un peu de sens. Et malheureusement, à 37 ans, je n'ai pas encore trouvé, quoi. Donc, merci beaucoup pour ton exemple. Bah alors en fait, c'est pas une question de chiffres, c'est pas une question d'âge, Ouais. c'est une question de chemin. Pour moi, c'est vraiment la route. Et elle est cohérente, et même si tu ne le sais pas aujourd'hui, c'est demain que tu sauras qu'elle a eu une cohérence dans l'accomplissement de ce que tu vas faire. Pour moi, ça c'est évident. Après, il y a du lâcher prise à... C'est compliqué en fait de prendre conscience parce que j'ai un de mes mentors qui a 60 ans par exemple et qui me dit mais moi c'est à 60 ans que je me suis rendu compte que j'étais dans un vase clos avec tous mes potes de telle école, que je ne citerai pas, tous mes potes qui ont tel métier qui est le même que moi et tous les enfants qui vont dans les mêmes écoles privées comme les enfants de mes enfants, enfin les enfants de mes amis, etc. Et il me dit en fait, quand je lui dis que c'est lui mon mentor, il me dit non mais en fait c'est toi qui m'inspire vraiment. Donc je lui dis bon si tu veux, mais c'est juste la question de diversifier tout, mais dans tout. C'est comme l'alimentation, on dit que pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit équilibrée. Il faut appliquer cette recette à la vie. Et donc moi par exemple, je fais aussi des stages de peinture, parce que j'adore peindre. Et là, j'ai rencontré une femme qui avait, je crois, une 50aine d'années, qui est devenue coach après la naissance de son 3e enfant, parce qu'elle est passée à mi-temps, et qu'elle était victime pendant 2 ans de harcèlement moral. Donc on savait qu'elle n'était pas là le mercredi, donc il faisait toutes les réunions le mercredi, on lui demandait le jeudi de faire le rapport de la réunion. Mais c'est terrible. Et tu parlais de L'Oréal, Donc non? ça peut faire partie. Elle est jusqu'au... Comment on dit, j'ai envie de le dire joliment. Mais c'est pas le burn-out. Pour moi, elle a disjoncté parce que son corps a dit stop. Donc ça, c'est un élément de survie de son corps. Elle a fait une dépression et c'est bien d'en faire une, en fait, je pense. C'est la survie, sinon tu... C'est le disjoncteur comme à la maison. Si tu bien mets de mis l'eau dans ta aussi. prise, ça va sauter. Et toi, tu vas pas t'électrocuter. Donc une dépression, ça peut sauver une vie. Après, il ne faut pas oublier qu'en France, on est le pays le plus grand consommateur d'anxiolytiques ou de produits XY. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue comme ça à devenir ces lapins de clapier qui montent dans leur tour sans savoir comment ils s'appellent, qu'est-ce qu'ils font, et c'est les premiers à dire TGIF, quoi. Thank God it's Friday.
Et le lundi, c'est pas comme un lundi. Ça fait aller. C'est horrible. Sachant que, c'est en règle générale des gens qui sont smart, qui sont doués, qui sont éduqués, qui parlent souvent plusieurs langues, qui sont bons, quoi. Mais qui vont rester dans le truc, tiens, moi je vais m'occuper que de la ligne numéro 4228A du plan comptable chez Ernst & Young ou autre, et je vais jamais bouger de ma vie. Et quel est selon toi le poids, l'influence de cette espèce de politique d'entreprise, d'esprit d'entreprise? J'ai un copain qui est comme toi, qui a fait son temps chez L'Oréal, et qui un jour a dit fuck, il ne pouvait plus, il a pété un câble, et aujourd'hui il produit des films, il s'appelle Laosine, donc il a produit le film L'Ascension, qui est sorti récemment, et il s'éclate. Il s'éclate. Et je me demande, est-ce que L'Oréal n'a pas un rôle, justement, comme Price ou comme d'autres boîtes, qui pressurise à fond les esprits? Moi, je ne mettrais pas de nom sur l'entreprise. Non, parce que ça peut arriver dans une entreprise de 15 personnes, ce que tu décris. C'est pas la taille qui compte. C'est vraiment, c'est les gens qui sont autour. Une équipe de 5 personnes avec une personne qui est un cancer, c'est pire qu'une grande structure avec une petite équipe, avec 5 gens brillants et hyper humains. Comment tu fais justement pour que ta singularité soit quelque chose de positif et de bien vu dans ce monde très circonspect, très sclérosé sur des principes plus ou moins stériles? Enfin, comment tu fais que ça ton côté singulier soit d'une part accepté par les gens plus ou moins... Mais il y en a qui ne l'acceptent pas. Et voilà. Moi j'ai reçu des messages de menaces. En me disant vous êtes un odieux personnage, vous n'avez pas du tout quitté la publicité. Ces articles autour du Bataclan c'est horrible, vous profitez des morts pour vendre vos CD. Bon. J'ai reçu un coup de fil de la rédaction de Nouvel Obs qui me dit vous inquiétez pas, ça c'est ce qu'on appelle des trolls sur internet, c'est normal, il ne faut pas leur répondre, ils passent leur journée à faire ça. Après il me dit, by the way, félicitations, parce que votre article est beaucoup plus lu que les articles sur les primaires. Donc j'étais content. Donc, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Mais c'est comme ton ami qui fait des films. S'il le fait avec son cœur, s'il le fait avec sincérité, s'il est aligné dans ce qu'il fait, mais il peut que être bon. Sinon, il va faire autre chose. Je crois qu'elle est là, entre guillemets, la clé, s'il devait y en avoir une. Je ne sais plus quel auteur disait, la réussite, c'est avant tout le premier pas. Qu'est-ce que je crois qu'il disait ça? Le premier pas? Il y a un auteur qui a dit, la réussite, c'est 90% dans le premier pas, en fait. Dans le fait d'oser, de se lancer, de ne pas être velléitaire et d'y aller, quoi, en fait. Moi, j'aime pas trop ces livres-là, je les lis pas parce que je trouve qu'il n'y a pas de recette en fait. C'est comme si demain tu vas acheter les recettes de Madame Pic, là, qui est chef étoilé, là, et tu vas essayer de faire son truc au matcha, ben, tu n'y arriveras pas. Parce que c'est elle qui l'a inventé, donc c'est elle qui a le savoir-faire et le secret. Ce que je trouve délicat, c'est de trouver le facteur déclencheur, si tu veux, pour passer, je te tutoie. Bien sûr, c'est... Pour passer d'une vie traditionnelle à une vie complète pour vivre sa passion. Donc quand j'écoute ton exposé, c'est quand même assez karmique en fait comme cheminement, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'événements qui sont... alors soit c'est la reconstitution de l'histoire en fait, qui t'amène à exposer ça comme ça, ou si effectivement on sent qu'il y a des choses qui t'ont amené à une forme de prise de conscience, mais je ne suis pas persuadé qu'on ait tous la capacité d'avoir un cheminement, ne serait-ce que parce qu'on est, un cheminement qui t'amène à franchir une étape, puis une autre, puis une autre. Tu ne choisis pas l'élément, tu ne choisis pas l'élément, je pense. Non. Il vient, il te met une baffe, et tu vas voir. Et c'est vrai, hein. Et ça peut être un plan de licenciement, ça peut être une faillite, ça peut être un accident de voiture, ça peut être quelque chose qui arrive à quelqu'un que tu connais, qui va te faire un effet résonance. Ça peut être tout. Ça peut être toi qui prends le métro un matin et tu vois un type se jeter en dessous. Ça peut être tellement de trucs. Ou ça peut juste être toi, il y a une abeille qui t'a parlé, ou je sais pas, tu vois. Non, mais c'est vrai. Elles sont nombreuses quand elles parlent en même temps. Ça brouille le wifi, ou ça n'arrive jamais parce que ça ne devait pas arriver. Dans cette ville. Exactement. Ça, je suis complètement d'accord. Complètement. C'est pour ça qu'à un moment, il faut... malheureusement, ou heureusement, ou parce que c'est comme ça, on cherche un peu tous le truc qui va se révéler d'un coup. Donc soit il y a l'alignement parfait des circonstances, c'est effectivement karmique, voilà, c'était prévu, c'était le plan, ou c'est pas. Donc il faut bien
Et après, on a un peu tendance du coup à vivre dans une espèce de souffrance, parce que tous les jours, on attend la révélation. Moi, je vais avoir bientôt 40 ans, là, j'attends la... Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la prochaine décennie? Elle est où la grande révélation? Attends, mes passions, ouais, non, mes dents, je suis trop vieille, machin, ok. On est jamais trop vieux. Ouais, enfin, c'est des métiers physiques après, mais bon, mais... Alors, on va à des conférences, on se dit, bon, peut-être ce soir, c'est mieux que Mythique ou Tinder, il va y avoir l'illumination, ou pas, en fait, ou pas. Donc il ne faut pas être meurtri complètement. Si on attend un peu cette illumination, il faut se résoudre, ou en tout cas, il faut essayer de trouver un peu de joie et de bonheur malgré tout dans le quotidien, parce que sinon on peut être un peu au monde du travail, mais après ça peut être aussi son destin, entre guillemets, sentimental, au niveau de sa santé. Non mais enfin, l'illumination, elle peut aussi, il y a des gens qui... peut-être monsieur est pianiste de jazz, mais n'a pas trouvé le grand amour, enfin je te souhaite de l'avoir trouvé. Non mais enfin, il y a plusieurs catégories aussi dans la vie, l'alignement il peut se faire sur un sujet et pas un autre. Il y a ça, mais après il y a aussi toute la pression médiatique sur le bonheur. Ils ont une chaire sur le bonheur à Harvard quand même. Le bonheurisme. Alors, donc on nous parle maintenant du bonheur national brut au Bhoutan. C'est des années. C'est un pays où c'est 200 $ par jour le visa et puis t'as un mec des services secrets derrière toi, qui est ton taxi. Bref, donc il y a une pression sur ouais, soyez heureux, et puis pour être plus heureux, je peux te vendre un super... Il y a le lipstick effect dans les cosmétiques, on appelle ça le lipstick effect, c'est formidable, c'est plus l'économie se pète la gueule, plus les femmes achètent du rouge à lèvres. C'est le patron d'Estée Lauder qui a trouvé cette corrélation, c'est extraordinaire. Donc oui, il y a une vraie pression sur soyez heureux. Mais je sais pas, j'ai un cousin qui vit dans un village de 35 habitants, il a des chefs chez lui, en République tchèque, il vit je pense avec l'équivalent de 20 € par jour qui part dans Internet et l'électricité. Il a son potager, il mange à son rythme, il travaille pour la maison de Bedřich Smetana là-bas, qui est un compositeur tchèque, et il se régale. Et il est plus heureux que beaucoup de gens que je connais, qui sont soit à Paris, à Prague, à Sydney, à New York ou n'importe où, alors qu'il bossait avant pour un type qui avait une galerie, il avait 2 Blackberry, au bout de 2 mois il a fait mais garde tes Blackberry. Ça aussi, ça fait aussi partie des légendes, des croyances urbaines, allez demain je quitte tout, la chambre d'hôte, hein, ils ont eu le vent en poupe. Les séminaires de jeûne et marche, j'ai bien pensé celui-là aussi pour passer ma transition. Je n'ai pas bouffé pendant 5 jours, ça va me coûter 1200 balles. Je pensais que ça me coûterait moins cher, vu que je ne mange pas, mais non, c'est finalement presque plus cher. Ça, c'est des modes. Oui, mais donc cette quête aussi, allez, je plaque tout, là, je vais être au milieu, les chèvres, la nature, les cigales, ok, qu'est-ce que je peux faire? Il y a des pressions comme ça par moment. Ah oui, mais demain je veux faire du chèvre en Haute-Savoie. Mais non, mais du coup, qui nous mine un peu, j'ai l'impression, comme monsieur, le quotidien, mais ça arrête, qui n'est pas agréable. De faire du fromage de chèvre en Haute-Savoie, je peux te dire que c'est physique, c'est galère, ça pue. Tu peux pas partir en vacances. J'ai rencontré un type en Haute-Savoie qui cherche à vendre son troupeau, personne ne veut le racheter. Mais personne ne veut pas prendre de vacances. Qui le vend, genre. Il va faire des rôtis. Donc, je sais pas comment dire, c'est... Il y a la vie comme on l'a construit. Après, le fait que ce soit arnaque ou pas, les écoles ou pas, oui, non. Non, whatever, de toute façon, ça fait partie du parcours. De toute façon, c'est passé. Voilà. Maintenant c'est derrière. Un label aujourd'hui, pour moi, c'est que les labels, ça cartonne. Même pour du jambon, on appelle ça le label rouge. Tu vois. Et ça donne confiance et ça fait vendre plus. Le petit carré avec marqué élu produit de l'année, ça fait vendre plus. Pourtant, il n'y a pas eu d'élection. Donc ouais, on aime bien les labels. Et puis, toute école crée son label, son certificat d'intelligence. Et pourquoi est-ce que ça marche? C'est parce qu'il est reconnu par d'autres. Donc ça, c'est aussi tout le fonctionnement d'un label. Le label ISO 9001 ou le Ghoster en aussi pour bébé. En même temps, c'est des labels, avec un cahier des charges très simple. Tu me pensais à un bouquin de Paul Auster, parce que moi je suis un gros lecteur, pardon. Et c'est un bouquin qu'en fait, il a demandé, quand il faisait une émission de radio, il a demandé à des auditeurs de l'envoyer des anecdotes où le hasard était complètement, était un personnage à part entière. Et le hasard est très présent dans les bouquins de Paul Auster, c'est très présent. Et ce que disait aussi Steve Jobs dans son fameux discours de Stanford, où il dit il faut savoir connecting the dots, il faut savoir connecter les choses qui ont aucun rapport en... Ça, c'est la définition du mot intelligent, si tu veux ramènes être en intelligence. Ouais, en intelligence. Alors, comment justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a
animé au sens d'anima et l'âme, quelque chose qui t'a porté, qui a fait que tu as réussi à trouver cette espèce d'évidence pour connecter les points, ou est-ce que t'es allé... Non, c'est très dur. Ouais, d'accord. C'est très dur. Malgré le fait qu'à 2 ans vous jouiez toujours déjà du piano, parce que c'est vrai que quand vous vous êtes présenté, vous commencez à 2 ans, je jouais déjà du piano. Donc de dire, ah bah oui, en gros c'est plus facile pour vous parce que vous étiez déjà tellement fort que l'évidence, elle est facilitée. Mais donc ça me rassure en tout cas d'entendre que c'était pas forcément si évident, malgré le talent que vous aviez déjà. Moi, les amis qui sont musiciens aujourd'hui, que j'ai connus dans mon école, justement, on faisait moitié école, moitié musique au conservatoire. Et c'est des gens qui continuent à bosser chez Bouygues Télécom quand vous appelez que vous avez un problème pour votre téléphone pour gagner de l'argent. Mais Thomas, quand on était en école, parce que du coup on a été en école en même temps, on jouait déjà du piano, on a déjà joué ensemble, enfin voilà. J'ai même reçu un mec, Arnaud Langlois-Meurine, qui disait Elton John peut aller se coucher. Je l'ai gardé. C'est quand même un fil conducteur que tu as eu, que tout le monde n'a pas eu. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas se révéler autrement. Enfin, on n'est pas obligé d'être virtuose du piano. Ouais, mais après, là où je me dis que c'est pas terminé, c'est que ça se trouve, dans 2 ans, il y a un autre truc qui va me prendre, tu vois. Bien sûr. Non, mais je pense que ce qui nous freine souvent, c'est qu'on pense qu'on est fait pour un truc. Et que c'est définitif. Parce que quand on a fini nos études, voilà, on a décidé, voilà, en première, il fallait s'orienter, etc. J'ai fait m'inscrire en tel truc. Et en général, on s'oriente, c'est pas forcément un désir profond qui anime l'orientation. Et puis finalement, on croit qu'on est sur des rails et qu'on ne peut pas en sortir. En fait, on est dans un bateau qui peut rouler en plus. On peut, et on est fait pour plein de choses. Et dans la vie, on peut faire plein de choses. Combien de personnes aujourd'hui qui ont fait Neoma, qui ont fait un son, s'éclatent dans leur boulot? Est-ce que vous, c'est même pas une question de Neoma ou pas, c'est juste combien de personnes s'éclatent tout court. Oui, dans la vie. La vraie question. Mais en même temps, ce que je sais, c'est aussi pas une question de label. Par rapport à des revenus faramineux que tu peux avoir en tant que cadre supérieur, est-ce que tu as envie de perdre cette... Est-ce que vous connaissez, moi je travaille dans un petit groupe de réflexion avec des amis sur le revenu universel, c'est un truc qui me passionne. À Davos, ils ont sorti, ils sont tous d'accord avec Davos, là, après le GU, avec Oxford, avec le MIT, que dans 10 ans, c'est 50% des jobs qu'on connaît aujourd'hui qui vont disparaître. Pas 1%, 50, c'est 1 sur 2. C'est monstrueux. Donc du coup se pose cette question du revenu universel, mais tout le monde dit oui, c'est demain, ça. Non, Internet, ça fait 25 ans que ça existe. 15, on va dire, pour le grand public. Ça a créé plein de jobs. Celui qui est développeur d'applications iPhone, et ben voilà, 10 heures n'aurait pas existé sans Internet, par exemple. Il y a plein de nouveaux métiers. Mais il y en a de plus en plus qui vont être automatisés, exactement comme on l'a vécu, une époque que j'ai pas connue, mais pour l'industrie automobile. Il y avait X personnes sur une chaîne, comme dans les films de Chaplin. Aujourd'hui, c'est un robot qui bosse H24, qui est piloté par un mec. Qui est allé acheter un billet SNCF à un guichet SNCF récemment. Ça marchait pas sur le site. T'as pas l'application iPhone? Si, mais elle ne marchait pas. Donc, ah bon? D'ailleurs, j'ai bien fait d'aller à un guichet, puisqu'il m'a dit je peux vous faire un tarif encore moins cher que moi-même je peux faire. Je dis, et comme quoi il faut aller vers. Ah ouais? Il faut arrêter. Enfin, les applis, c'est génial, ils sont en train de les fermer. Mais le contact humain remplace pas. Mais ça va en silo. Ouais. C'est comme qui n'a jamais vu une caisse automatique dans un magasin? Qui a déjà acheté un billet d'avion? Non, enfin pas sur Internet. Oui, mais d'autres jobs vont se créer. Oui, bien sûr, ça va être des jobs où il va falloir plus de brain. C'est-à-dire que la caissière, on pouvait faire ça quand on avait 16 ans, un job d'été. On pourra pas, je pense pas qu'on puisse faire un job comme dans les usines automobiles. Donc effectivement, ensuite se posera cette question de revenu universel, mais sans aucun débat politique derrière ça. Est-ce que tu as peur que ça s'arrête? Que quoi s'arrête? L'engouement, cette portance, ce succès entre guillemets ça va s'arrêter. Qui est une fois qu'on atteint la gloire, etc. Parfois ça s'arrête pas. Ouais, moi je considère que ça va s'arrêter. Bravo. Et après, c'est pas anxiogène pour le coup? Pas du tout. D'accord. Parce qu'on se dit quoi? Qu'il y aura autre chose derrière, de toute manière? Peut-être pas aussi fort, mais différent?
Est-ce qu'on est prêt à revenir à une vie? Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que je vis dans un espèce de présent éternel en fait, depuis ce moment-là, depuis un an. C'est-à-dire que mon KPI de succès, c'est que je mets plus de réveil. Et je me réveille avant l'heure à laquelle je mettais mon réveil. Moi aussi. Enfin, des trucs simples en fait. Le réveil, c'est d'une agressivité, mais intense. Surtout que les sonneries qu'on met en plus, elles sont pas. C'est horrible. Et après, je pense qu'il faut sortir du côté label, école ou pas école. Je pense que à un moment donné, l'école, elle est cool, mais pour les 2 premières années de notre vie, pour trouver nos 2 premiers jobs. Le reste, après, c'est toi et toi. Qui tu rencontres, à qui tu parles, comment tu le fais, est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas, est-ce que tu voyages, est-ce que tu es ouvert, est-ce que tu connais des gens, tu vois, En même temps, aujourd'hui, différents qui vont te permettre de toi j'utilise tous les jours les techniques qu'on a apprises à l'école de commerce de Reims. Moi, j'avais un prof qui nous avait dit, jeunes gens, ces techniques, je veux pas que vous ayez moins de 16 sur 20 au partiel sur ça, parce que votre vie entière en dépend, et pas uniquement votre vie pro. Et les mecs étaient hyper sérieux. Et ces techniques, c'était des techniques qu'on a lues tous, toutes et tous. Oui, mais c'était valable à l'époque. Jules Beauvois, Tête de manipulation, Cialdini, Influence and Manipulation, etc. Et moi, je me rends compte que dans mon boulot, parfois, je les utilise encore, sans scrupule. Où est-ce que je mets le curseur entre mon éthique et le but à atteindre, en fait. Bon, j'arrête, c'est un peu... Je suis un peu relou. Et tout à l'heure, vous parliez de l'entourage qui était compréhensif. Comment est-ce que justement ton entourage a réagi à ce changement de vie? Bonne question. Pianiste, c'est pas un métier. Ah. Première brique. On est là. Brick in the wall. C'est pas un métier, c'est saltimbanque. Attends, tu t'es pas collé quand même un bac plus 5 pour faire ça. Fallait commencer avant, quoi. Et puis, il y a des mecs vachement plus forts que toi. Bah, en fait, ces gens-là me donnent encore plus envie d'y aller. Je suis assez... voilà, ça m'a stimulé plus que freiné, finalement. Donc, c'est aller à l'inverse de l'effet escompté. Et après, moi, je suis très cerveau droit, je suis gaucher, donc je suis assez aligné par rapport à ça. Il y a plein de trucs qui font que, moi, le rationnel... Enfin, celui qui me dit, mais imagine demain, t'as plus de revenus, bah, je déménage là où je peux me loger. C'était ça ma question, en fait. C'est est-ce que tu vis de ta passion aujourd'hui ou... Ah mais oui. Il y a des dates de prévues? Pardon? Des dates de prévues, là? De quoi de prévu? Des dates de prévues de concerts, Sunside, Sunset... Alors moi j'ai le parti pris, un peu à la Woody Allen, de dire que je ne vais pas faire de concert en France. Pour quelle raison? Pour une raison très simple, c'est que qui aime le moins la France? Les Français? Pour moi c'est assez terrible, mais c'est un constat qui se révèle vraiment vrai. C'est un pianiste français à Tokyo, et ben ça a plus de succès qu'un pianiste français à Paris. Un pianiste français à Prague, ça a plus de succès. Giovanni a dit la même chose, Giovanni Nervasi, le pianiste de jazz, il a dit la même chose, il a dit mon live à Tokyo, ils se font plus à Tokyo qu'à Paris. J'ai rencontré une énorme pianiste japonaise là à un mariage qui me dit mais il faut que tu viennes à Tokyo. Ironie Pardon? Ironie? Non, Akiko Ebi. D'accord. Qui est jury du festival Chopin et tout ça. Grande dame. Qui me dit c'est au Japon que ça doit se passer. Et ça par là, c'est un mariage. Il y a un gros alignement quand même. Non mais C'est-à-dire qu'après on peut plus lutter là, toutes les planètes s'alignent, vraiment. Oui, Il y a beaucoup de gens quand il y a un Pour truc un aussi certain fort milieu qui se culturel passe. s'aligne aussi, enfin, il y a tout qui va quand même... Et puis c'est d'être à l'écoute aussi. Non mais c'est worldwide, c'est le mariage d'un ami qui a 80 ans. De ses connexions. C'est vrai. Parce qu'on peut passer à côté, absolument. Je pense qu'il faut être ouvert, il faut vraiment voilà, casser tous les prérequis. Enfin, ça c'était un cours de psychologie sociale. Hein, comment on projette des choses sur tiens machin il est comme ça donc je lui attribue tel et tel défaut et qualité. Je te donne tout. Non. Excusez-moi. Est-ce que tu as connu, on dit souvent qu'il faut connaître des échecs pour connaître du succès. Toi, est-ce que tu as eu des échecs qui t'ont déçu, mais... Moi j'ai échoué toute ma vie. T'as rebondi. J'ai redoublé la 5e, j'ai redoublé la seconde, j'ai loupé mon bac. J'ai eu plein d'échecs. J'ai entre guillemets pour certains syndicats que j'ai pas réussi à rester plus de 2 ans dans une boîte. Pour moi, je ne pouvais pas rester plus de 2 ans. Et à l'américaine aussi, où on t'explique, quand tu restes plus de 2 ans dans une boîte, mais comment tu fais?
enfin, pour trouver une nouvelle stimulation dans cette boîte, quoi. J'ai de la famille en Californie, mais tous les 2 ans, ils ont un nouveau job. Et ça marche. Mais... Et puis il y a tout prendre un risque, c'est dangereux, etc. Si tu le traduis mentalement en anglais, prendre un risque, c'est take a chance. C'est beaucoup plus Il y lumineux. a un super documentaire qui est sorti il y a 1 an et demi, que j'avais vu au Salon des expatriés à Paris. Et ne riez pas, il n'y a pas une semaine ce que je le regarde. Je connais par cœur ce documentaire. Il s'appelle Ces Français partis à l'étranger. Et notamment, il parle d'un mec qui est parti au Québec, bien sûr facile, à Montréal, tout le monde rêve ça. Et en fait, il dit, au Canada, l'échec n'est pas un problème. On te dit échoue, mais échoue vite. Et la rigueur recommence. Ouais. Alors qu'en France, l'échec, tout de suite, t'as loser, t'as raté. Et après, Mais je suis pas forcément d'accord avec ces ouais. grandes... Faut sortir maintenant. Ça fait vendre des bouquins, des documentaires. Certes. Qu'on regarde tous les jours. Qu'on regarde pour se dire, ah, on va se fouetter, nous les petits Français, on est nuls. Voilà. Ils sont nuls au Québec. C'est le but du jeu aussi, hein. C'est le but dans le documentaire, c'est de le diffuser, de passer ces choses-là. L'esprit, hein. Moi, je lis pas de bouquins de management, je lis pas de bouquins sur le succès parce que j'y crois pas. Non, le succès, c'est Woody Allen, c'est du travail à 99%, le succès. C'est en dessous du boulot, quoi. C'est en dessous de l'effort, c'est aller au bout de ce qu'on aime, quoi. Peut-être pour lui c'est ça, mais pour d'autres personnes c'est autre chose. Je suis tombé, pareil, hein, alignement encore, par hasard sur, mais vraiment, moi je dis plus par hasard, je dis par synchronicité, il fallait que je vois ce truc-là à ce moment-là, sur Bob Dylan, dans le train, filmé par son caméraman. Ils sont dans le train, comme ça, il lui dit, mais c'est quoi pour toi le succès? Et le gars lui répond, mais le truc calme plat comme ça, bah, tu sais, aujourd'hui je suis connu pour des trucs que j'ai écrits il y a plus de 20 ans. Voilà. Est-ce que j'aurais dû m'arrêter avant d'avoir le succès? Et du coup, je l'aurais pas. Tu vois, ça veut rien dire. Le succès, c'est le succès de quoi? Moi, je pense que j'ai du succès en moi-même déjà. Et que je sois allé dans un article, 2 articles ou 3 articles, c'est pas ça qui va faire la différence. Surtout dans l'ère de Twitter, où une info qui a plus de 2 heures, elle est déjà dépassée. Donc, avoir une mention Twitter, un hashtag ou un truc, c'est aussi vite oublié. Donc, ça s'inscrit nulle part. Donc il y a aussi cette course, plus au scoop, mais au buzz. Dans le cycle de médias, le scoop, c'est les journalistes trouvent un truc, ils le publient et boum, on vend plein de journaux. Aujourd'hui, c'est un utilisateur filme un gamin en train de se faire tabasser par des flics, ça se viralise et ensuite ça revient dans les médias. Mais du coup, c'est inversé ce rapport, c'est plus les journalistes, tu vois ce que je veux dire? Mais tout ça, ça a un effet épais dans l'eau, et puis ça permet de vendre du média, ça permet de scotcher des gens à la télé. Et je vais pas te citer la phrase de Monsieur Lelay. Ça permet ensuite d'y mettre du temps de cerveau disponible pour Coca-Cola. Ouais. Donc le succès, il ne faut pas le mesurer en GRP, comme on dit dans la pub. Il ne faut pas le mesurer en CPM, en CPE, en CPA ou en je ne sais quoi. Le succès, c'est est-ce que ça te fait marrer? Et est-ce qu'à la fin du mois, tu as vendu assez de vinyles, de disques, de téléchargements, de streaming et de trucs comme ça pour que ça fonctionne? Pour un petit verre de vin à la terrasse, tranquillement. Ouais. Je lisais récemment des chiffres. Moi, j'avais demandé qu'est-ce qui est le plus grisant, si c'est encore l'exercice artistique et ou ces retombées, ce succès qui s'y est associé. Qu'est-ce qui est le plus grisant, qui te remplit le plus? Je vous imagine que c'est encore le moment où tu joues. En fait, je suis en train de bosser sur 2 autres albums là en fait. En fait, celui que j'ai fait, je l'ai enregistré il y a bientôt 1 an jour pour jour. Et pour moi, c'était il y a 1 an. Donc aujourd'hui, c'est un peu comme dans la vie où on est à la phase réflexion et la phase action. Et notre corps et notre cerveau ne nous permettent pas de faire réflexion et action en même temps. C'est pas possible. Et ben là, c'était un peu pareil. C'était la phase création. Et maintenant, c'est la phase diffusion. C'est 2 choses, c'est des briques en fait. Comme quand tu construis une maison, tu ne mets pas une brique comme ça, c'est d'abord tu creuses et tu mets les fondations pour que ça soit solide, et après, tu peux t'élever. Mais je le vois vraiment comme ça, comme un jeu, et puis je sais pas, et puis demain, so what? Enfin, on n'en sait rien demain, ce qui va se passer dans un monde où rien n'est sûr. Rien. Donc, je sais pas, c'est juste pas perdre son temps.
Mais je dirais que c'est même pas perdre son temps, parce qu'en fait, c'est un investissement de le perdre à ce moment-là. On le perd, mais pour c'est un investment, quoi. Parce qu'il vient de dire quelque chose après. Et après, voilà, chacun d'entre nous d'interpréter ce qu'on a fait vient de dire sur nous, d'une certaine manière. Pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de faire ça? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de bosser 20 heures par jour? Pourquoi est-ce que j'envoie même des mails le week-end? J'ai quelque chose à prouver. C'est juste un contrat. Et pour avoir vu des gens se faire dégager dans des conditions américaines en France, mais amène-moi au prud'homme. De toute façon, ça sera dans 5 ans, toi tu vas y penser nuit et jour, ça va te pourrir la vie. Et tu les auras tes millions. Mais moi je m'en fous, je paye des lawyers tous les mois. Un fixe fee, et puis ils sont payés pour ça. Et c'est vrai, le côté oui j'ai un CDI, c'est le Graal et ça, non, non. Il n'y a plus rien. Et puis il suffit qu'un chef change pour que ton CDI n'ait plus la même valeur, parce que bah, tu ne peux pas bosser avec cette personne-là, parce que juste ça ne matche pas. Et tu parlais des fondations d'une maison, enfin, il y a la famille, l'entourage, ça fait aussi partie des bases, et tu disais tout à l'heure... Non, c'est les pires. Mais t'as pas eu de soutien de personne, quand même un peu. Même pas de votre compagne, non, ouais, mais après c'est plus des ressources internes. Ouais. Quand tu crois dur dans un truc, ça peut que marcher. Enfin, je dis ça peut que marcher. Ça peut que marcher, et si ça ne marche pas, c'est que ça ne devait pas marcher comme ça. Et du coup, ensuite, tu vois, rien n'est définitif, donc tu peux raboter l'angle. Alors du coup, maintenant que ça marche, la famille est très contente et très fière, j'imagine. Ah bah ils en peuvent plus, ouais. C'est drôle. C'est comme c'est facile de suivre après coup, mais c'est vrai que c'est difficile d'être entre guillemets un peu à l'avant-garde. Ouais, quoi. Et bah attends, pourquoi t'as fait 5 ans, pourquoi on fait d'études, machin. C'est pas pour avoir cette vie de saltimbanque. Et puis là, voilà, bah, je joue pour la cérémonie de l'ambassadeur dans 2 semaines, je suis pas prêt du tout. Et donc ça met un stress aussi, mais c'est un stress qui va faire que ça produit bien. Donc c'est plus un stress, c'est un stimulant finalement, c'est une adrénaline. Et puis être heureux pour quelqu'un, ça va pas être heureux pareil. C'est pas une valeur commune et absolue en fait. C'est intrinsèque, c'est notre valeur à nous. Après, pour les gens qui bossent beaucoup, je les invite à diviser leur salaire par le nombre d'heures, et puis ils auront souvent qu'ils sont moyens payés que ma femme de ménage. Bien sûr, j'ai déjà fait le calcul, il n'y a pas de souci. C'est assez terrible. C'est pas le sujet. Mais après, voilà, tu parles du fromage, vas-y. Ouais, tout à fait. Et en fait, ça se trouve, pas un fromage, comme tu dis, ça va pivoter vers autre chose. Mais ouais. Sinon, en parlant d'éléments déclencheurs, je ne sais pas si ça peut vous aider, mais moi j'ai vu une vidéo de Bernard Weber ça s'appelle Atelier d'écriture. Et en fait, il disait que pour se lancer, il faut être passionné par ce qu'on fait, ce qui est tout. Il n'a rien inventé, hein, mais c'est con. Moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai tout quitté. Et en fait, il disait parce que votre passion, vous allez en bouffer, mais du matin au soir. Donc, par exemple, si vous, c'est le fromage, je trouve que c'est une super idée. Moi, j'ai une copine qui bosse chez Accenture, elle ouvre son camembert dans quelques jours. Son quoi? Camembert. Camembert dans quelques jours dans le 11e. Et elle est consultante et voilà, elle se lance dans sa passion. Et pourquoi? Parce que du fromage, elle va en manger du matin au soir, le week-end, tout le temps qu'elle en fait. En fait, c'est con, mais... Elle est allergique au lactose. Pas de bol. C'est comme le piano, et en fait, c'est évident. En fait, je pense que quand on fait ce qu'on aime, c'est... Et toi? Alors, pour ceux aussi qui me disent, mais alors comment tu fais aussi pour aller dans un truc où tu as zéro relation? En fait, c'est le meilleur truc, parce que c'est en creusant comme ça, voilà, j'y connais rien, est-ce que tu peux bien m'expliquer comment ça marche? Moi, quelqu'un m'appelle pour me demander un truc que je sais. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche? Mais je vais être ravi de partager mon savoir avec lui. J'ai pas envie de le garder que pour moi. Et en fait, l'humain aime donner. Hein. Mais il faut pas... Enfin, on est dans une époque où aujourd'hui, les intermédiaires, on fait que de dire, on parle d'uberisation. Moi, je préfère dire qu'on coupe les intermédiaires. Moi, aujourd'hui, quelqu'un qui m'achète un album en ligne, c'est moi qui lui dédicace, c'est moi qui vais à la poste, c'est moi qui lui envoie. J'ai pas besoin de Virgin, qui n'existe plus, j'ai pas besoin de la FNAC, j'ai besoin de personne en fait. J'ai besoin d'une plateforme. Et donc toi, pour ton livre, c'est la même chose. J'en parlais avec un producteur de musique, un type qui a produit de grands groupes dans les années 90, et il me disait par rapport à ce que moi je fais, et je pense que ça va rejoindre aussi ton écriture,
c'est des trucs tellement niches que ton audience, enfin ton auditoire, enfin tes fans, ça va être des gens ultra fidèles. Parce que justement, ils aiment ce que tu fais, qui tu es, comment tu le fais. Et c'est pas, ils vont acheter une soupe pour l'été, la Macarena ou je sais pas quoi. Donc c'est pas le même produit. Et pour citer Jérôme Clément, qui est le mec qui a fondé Arte, qui est justement président des Alliances françaises, il dit, la culture n'est pas une marchandise comme les autres. Donc faut faire attention à comment tu... C'est pas une marchandise comme les autres. C'est ça qui a été les lois sous Toubon à l'époque, pour l'exception culturelle française, pour qu'on puisse avoir du cinéma français, qu'on ait X% de chansons françaises à la radio, et qu'on ne soit pas envahi par le genre américain. Donc voilà, voilà. Et puis il y a énormément d'aides aussi. Ça, je m'en suis rendu compte après avoir produit l'album. Les gens, quelqu'un qui a produit un album, il a touché 30 000 € d'aide de la France. Il y a des... On ne sait pas communiquer sur les trucs géniaux qu'on fait dans ce pays, en termes d'administration. C'est terrible. Il y a des aides partout, les aides à la création musicale, les aides à la création artistique, les aides pour le théâtre, les aides pour la danse, les aides pour le cinéma, les courts-métrages. Il y a des pockets of gold, comment on dit, il y a des sacs d'or partout, il faut juste savoir remplir le dossier. La Villa des Médicis, par exemple, à Rome, ne reçoit pas assez de dossiers. Mais les gens se nous sûrs tout simplement. La Casa Velasquez à Madrid, c'est pareil. Soit ils ne reçoivent pas assez de dossiers bien complétés, et du coup, voilà, parce que les gens s'autocensurent, mais c'est pas pour moi la Villa des Médicis, t'imagines? Je vaux pas ça. Soit ils reçoivent des dossiers, mais qui sont mal complétés, et du coup, ils sont obligés de le refuser parce qu'ils ne respectent pas le cahier des charges. Donc, si tu sais remplir un dossier, et que tu l'envoies à la bonne date, à toi d'écrire une histoire. Et donc, Thomas, tu coaches aussi des élèves de Thomas? Alors oui, des élèves que j'ai eu en stage à la base, enfin en directeur de stage, et en fait avec qui je garde contact pour la suite, avec qui on justement on noue cette relation de qu'est-ce que tu penses de ça avec ton expérience, mais surtout moi il m'apporte beaucoup sur qu'est-ce que c'est les jeunes de 20-25 ans aujourd'hui. C'est fascinant. Est-ce que tu retransmets des messages? Mais c'est eux qui m'en transmettent beaucoup en fait. Ouais. Ah ouais, c'est T'as des anecdotes, une vision complètement différente. Alors je pense à une qui me disait, mon grand rêve c'est de bosser au Galeries Lafayette, etc. Et puis au bout de 24 heures là-bas, elle fait, mais c'est l'enfer en fait, c'est l'armée, c'est la guerre, on est sur le chiffre, la rentabilité au mètre carré, vend. Comment ça, elle est partie, t'as pas cross-sellé. Des choses comme ça. Mais du coup, c'est bien parce que c'est des stages qui permettent d'apprendre ce qu'on veut pas en fait. Moi je pense que le stage, c'est ça qui est génial. Même en règle générale, si c'est pas très bien payé et rémunéré du coup, mais ça te permet de savoir où est-ce qu'il faut pas aller pour toi. Parce qu'en fait, on ne sait pas où on va. Personne ne le sait. Facile, on va tous vers Père-Lachaise ou Montparnasse. C'est des directions qu'on connaît, il n'y a que ça de certitude qu'on peut tous avoir ce soir. C'est pas ce que tu dis. Mais non, mais c'est vrai. C'est bien, un peu cynique, excuse-moi. Et puis il n'y a pas un chemin type, c'est aussi le truc, il faut se donner, il faut avoir confiance en qui on est, en ce qu'on vaut et ce qu'on veut pour y aller. Parce qu'en règle générale, on est nous-mêmes le pire ennemi. C'est pas l'entourage qui va te dire ça tu peux le dégager, mais toi tu peux pas le dégager, c'est compliqué. Donc il faut faire sauter tous ces freins dans la tête de le miel c'est pas un job. Je sais pas, je passe souvent des vacances dans le sud, au Vigan, vers le Vigan. Il y a un type qui a des ruchetrons qui ont je ne sais combien de milliers d'années, ou au moins centaines, et il fait venir des gens du Japon, la télé américaine, avec ses ruchetrons. Voilà. Le mec roule bien, très bien. Ils font même du miel sur le toit du magasin Vuitton sur les champs. Je crois qu'il y en a même à l'Opéra de Paris. Ouais. Et on dit qu'il est même meilleur en ville parce qu'il n'y a pas les pesticides de la campagne. Et après, il y a tout ce qu'on ne sait pas faire, à savoir si tu ne sais pas faire le packaging, et choses comme ça. Tu as des gens qui sont experts en packaging, donc il faut faire bosser ces gens-là, experts en création d'étiquettes, en branding, etc. On ne peut pas être bon partout. Voilà, pour la photo, voilà, j'ai payé une photographe pour la mise en page des pochettes avant pressage, etc. J'ai fait appel à des gens dont c'est le core business, quoi. Et en 3 copier-coller, ils ont fait le truc, c'était terminé. Moi, il m'aurait fallu 2 semaines d'apprentissage sur how to use Photoshop, le do it yourself, et puis j'aurais perdu du temps. Et après, quand on fait des projets comme ça, en général, on peut s'arranger, on va dire financièrement, avec je t'invite au resto, je te paye une bouteille de vin, et puis ça se fait comme ça.
Ou tiens, ton petit frère cherche un stage chez quelqu'un, je peux lui présenter machin. Enfin, c'est juste du bon sens humain relationnel après. Et ça peut devenir le truc side business qui va devenir papa. J'ai encore une autre histoire, mon petit cousin qui ne savait pas où est-ce qu'il allait, il a commencé il y a 2 ans dans le garage de ses parents à Blaye, donc là où il n'y a que du vin, à brasser de la bière. Tout le monde lui disait, mais t'es complètement débile, brasser de la bière en face de Château Margaux, Saint-Estèphe, il faut pas ouais, mais j'y crois, et puis tu sais, il y a les racines tchèques, la bière, tout ça, c'est le premier consommateur de bière, il y a une histoire. Bref, il lance ça dans le garage. Il prend un crédit à la banque, je pense, de 15-20 000 euros, prend des locaux, et là, il produit. Et en fait, toutes ces productions, comme il y a un temps de maturation et de fermentation, en fait, il a vendu avant même d'avoir produit. En même pas 2 ans. L'histoire d'une ancienne de Rouen qui était à fond dans le Japon et le luxe et les cosmétiques. Donc elle a été chez Vuitton à Tokyo, qui a fait je ne sais plus quelle boîte de cosmétiques en France, qui était responsable d'une boutique l'Occitane. Elle a dit attends, je n'ai pas fait bac plus 5 pour porter des cartons et ouvrir et fermer la boutique. Elle s'est dit moi je vais prendre des cours de couture à la mairie de Paris le samedi. Parce que la mairie de Paris c'est extraordinaire, c'est une ville fantastique Paris pour ça. Il y a plein de choses mais on ne sait pas le marketer, c'est juste ça. Elle fait les premiers cours de couture, elle se passionne de ça, et elle finit par faire un CAP de couture. Elle me dit ça à mon retour de New York, un peu en ayant honte, en me disant non mais attends, je fais un CAP de couture. Aujourd'hui, elle est une des petites mains de chez Christian Dior haute couture à Villemontagne. Et elle se régale. Un autre, 10 ans de conseil, il a pris sa claque, il vient de faire un BTS en accéléré en 1 an, il est installé à Brest, et il est paysagiste. Et tous les jours, on voit sur Facebook, tous les jours, on a une alerte sur le site Fume en Défense. C'est Fume en Défense, ça, le site c'est ça, Fume en Défense. Faut pas passer de temps sur Facebook, parce que dans ce temps-là, on regarde et on agit pas. En l'occurrence, le site Fume en Défense, ce sont que des gens comme toi ou comme nous qui sont partis, qui ont créé leur business, qui ont eu la bonne idée aussi. Et en fait, au-delà de ce qu'on aime, il y a aussi le fait d'être en accord avec les besoins du moment ou de quelque chose qui va... Mais non, je connais quelqu'un qui est devenu chaman. C'est pas moi. Et ça marche. Un ancien du marketing qui est devenu magnétiseur. Ça, c'est des jobs qui ne pourront pas être remplacés par les robots. Et sans acheter Psychologie Mag ou autre, hein, le bien-être, la méditation, c'est un grand truc aussi depuis quelques années. Mais la méditation, c'est juste prendre du temps pour s'ennuyer, quoi, en fait, et respirer. Parce que quand on lit des mails, on en a la clé. Il y a plein de choses, quoi. Il y a un autre qui était du trading de produits. Ça arrive pour les braderies. Là, on achète les produits qui vont marcher en Allemagne et on les vend sur un marché en Belgique, par exemple. Toutes les farm stocks de LCF qui vont marcher, des choses comme ça. Aujourd'hui, l'ingénieur du son. Et j'en ai plein d'histoires comme ça. Parce qu'après, en fait, à force de vivre comme ça et puis de parler de choses comme ça, on rencontre d'autres gens qui l'ont fait, qui ont envie de le faire, et ça crée une espèce d'émulation extraordinaire. J'ai rencontré quelqu'un qui est en train de devenir coach, qui vient de faire son... Comment ça s'appelle je sais pas si c'est un MBA ou un truc avec HEC Coaching. Et elle me dit, bon, je crois qu'elle a 42 ans, elle me dit, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai pris une décision. Mais après, est-ce qu'on a toujours besoin de changer? Enfin, bon, alors moi, je suis la première à avoir lâché, pareil, mon job de consultante que j'ai fait pendant 10 ans. Avec 4 heures de sommeil par nuit. Avec peu d'heures de sommeil. Moi, j'ai eu plein de déclencheurs. Enfin, j'ai eu, mais sans pour autant les avoir pris en compte. J'ai eu une maladie auto-immune qui s'est déclarée quand je faisais des grosses nocturnes. Et c'était... Il n'y a rien. Enfin, voilà, ça aurait pu très bien rester enfui et en fait, ça s'est déclenché parce que je dormais pas assez. Mais pour autant, j'ai ralenti, mais je l'ai pas... Non, mais on les écoute pas forcément. Voilà, je suis pas partie, j'ai pas dit, bon bah là, tu vas finir aveugle, pars-toi. Non, je suis restée. Mais voilà, on n'est pas forcément... Enfin, après, quelques années plus tard, j'ai fait un bilan de compétences, j'ai réfléchi à 2-3 business, enfin bon voilà. Et là, j'ai trouvé une idée qui me plaît, qui m'intéresse, et donc je suis partie. Mais c'est-à-dire, je veux travailler dans la petite enfance. Je suis en train de monter une crèche, un concept de crèche. Donc
Donc voilà, ça me plaît, ça m'intéresse, ça m'intéressait même avant d'avoir un enfant, ça m'a intéressé une fois que l'enfant est né, donc j'ai décidé de partir alors que c'était pas forcément le plus intelligent, puisque là j'ai un enfant à charge, qu'est-ce que j'en fais, enfin, Donc je peux lui avoir un prix à la crèche. voilà, bien sûr, si tout va bien, il sera dans la crèche, donc il n'y a pas de souci, ça sera déjà beaucoup moins cher. Mais est-ce qu'on a... Là, voilà, moi j'ai eu besoin de partir, et ça faisait des années que j'y réfléchissais, et puis en plus le conseil c'est un peu esclavagisant, donc voilà. Si peu. Donc voilà, moi j'avais besoin de partir, mais est-ce qu'on a toujours besoin de partir, quoi? Est-ce qu'on a... On peut être très bien. Il y a des moments où ça va mieux, des moments où ça va moins bien. Après c'est une question d'arbitrage, c'est d'être sûr de faire le choix au bon moment, mais il y a des gens qui sont salariés dans les boîtes pendant toute leur vie et ils sont très bien comme ça. En ayant plein de hobbies, en ayant... Oui, bien sûr. Ah non, mais on peut s'épanouir dans les vies autrement que dans un projet. C'est effectivement très personnel. Par rapport à toi, quand tu écoutes un pianiste, je te dis que oui, effectivement, ça c'est Bill Evans, ça c'est... j'en connais, mais de là à faire quelque chose dans le jazz qui fasse que je puisse être bon qui puisse rapporter de l'argent, c'est impossible. Donc aujourd'hui, je pense que les gens qui vivent de leur passion, peut-être 1 sur 100 000, quoi, et encore. Je sais pas, tu regardes des Pierre Boulez au début, et même encore aujourd'hui, c'est pas beaucoup apprécié. C'est le mec qui aime le foot, là, le mec... Non, Pierre Boulez. Un compositeur, je sais pas qui a créé l'IRCAM, qui est parti à Baden-Baden. Oui, bien sûr, oui, je vois. Ah oui, c'est vrai qu'il est très serein, très... Ou Philippe Glass, tu vois, il dit comme ça parle à personne, ces propositions-là. C'est la partie... Il y en a d'autres pour qui le reggae, ça leur fait mal au crâne. D'autres pour qui le rap, c'est pas de la musique. C'est large, et puis t'as une audience, je pense qu'il y a des... Pour moi, l'audience, c'est voilà, mettre en face un créateur, enfin un émetteur et un récepteur. Ouais. Et... C'est ça qu'elle a transformé en rêve. Ça marche. C'est bien, ça. Parce que moi, du coup, c'est ce que je veux. Merci beaucoup. Merci à vous.